Le riche fermier qui a forcé sa femme à coucher avec l'esclave de la ferme était si dérangeant que cela a été caché pendant des décennies. Et si je vous disais qu'un riche planteur français, obsédé par le contrôle et la perversion, a forcé sa propre femme à coucher avec un esclave africain en guise de punition pour sa désobéissance, que cet acte cruel n'était pas considéré comme un crime, mais comme un droit du maître selon les lois coloniales de l'époque, et que de cette rencontre forcée est né un enfant dont le destin allait révéler la plus sombre hypocrisie de la société coloniale française. Voici l'histoire de Marguerite, Kofi et Monsieur Beaumont, un secret si troublant qu'il a été effacé des archives officielles pendant près d'un siècle. Préparez-vous, car cette vérité va vous choquer. Si vous voulez connaître les histoires qu'ils ont tenté d'effacer de l'histoire, ne partez pas sans vous abonner. Votre abonnement perpétue la mémoire de ceux qui ont souffert en silence. Aimez la vidéo dès maintenant et activez la cloche. Cela nous aide à continuer de révéler des vérités dérangeantes. Marguerite Beaumont avait 24 ans en 1785, lorsque sa vie ne lui appartenait plus. Ses cheveux blonds étaient toujours tressés de rubans de soie importés de Paris, sa peau pâle était obsédée par le soleil des Caraïbes, par des ombrelles de dentelle et des onguents coûteux, et ses mains délicates n'étaient jamais soumises au travail manuel. De l'extérieur, elle ressemblait à une dame de la haute société coloniale. À l'intérieur, elle était une prisonnière étouffante dans des robes de satin et des conventions sociales qui l'écrasaient comme un corset trop serré. Elle était la fille de Pierre Dubois, un marchand lyonnais qui avait bâti sa fortune sur le marché de la soie, mais qui l'avait tout perdu dans des spéculations désastreuses et des nuits de jeu compulsifs. Lorsque les créanciers se présentèrent pour exiger le paiement, Pierre trouva une solution qu'il jugea brillante. Il vendit sa fille unique en mariage. L'acheteur était Henri Beaumont, un planteur colonial de 52 ans, le visage endurci par le soleil tropical et une cupidité insatiable, propriétaire de l'une des plus grandes plantations sucrières de Saint-Domingue, la colonie française la plus lucrative des Amériques, surnommée la perle des Antilles. Marguerite arriva aux Caraïbes en 1783, après un voyage en mer de 47 jours qui la laissa malade, terrifiée et complètement isolée de tout ce qu'elle connaissait. À son débarquement dans le port animé du Cap Français, elle fut accueillie non par des fleurs ou des mots gentils, mais par le regard calculateur d'Henri Beaumont, qui l'observait comme un marchand évaluant du bétail au marché. Il portait un costume de lin blanc impeccable, un chapeau à large bord, et souriait à travers ses dents tachées de tabac, mais son regard était froid, dénué de toute émotion humaine authentique. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie précipitée à la cathédrale du Cap Français. Marguerite portait une robe blanche qui sentait le renfermer. Pas de demoiselle d'honneur, pas de famille, juste des témoins payés et un prêtre qui récita les vœux en latin, comme pressé de terminer. Ce soir-là, elle découvrit la vérité brutale. Henri Beaumont ne la voulait pas comme épouse, ne recherchait ni compagnie ni amour. Il l'acheta comme bien vivant, un trophée humain à exhiber lors des dîners avec d'autres colons, preuve visible de sa richesse et de ses liens avec la métropole française. Le manoir Beaumont était imposant. 3 étages de pierre blanche, de larges vérandas à colonnes grecques, des jardins entretenus par des dizaines d'esclaves, des meubles importés d'Europe, du cristal de Bohême, des tapisseries persanes. Mais cette opulence cachait une corruption morale. Marguerite comprit vite que son mari était un homme cruel, qui prenait plaisir à la souffrance d'autrui. Il battait les esclaves pour le plaisir pendant les dîners, forçait les femmes asservies à le servir sexuellement, pendant que sa femme feignait de ne pas le voir, et traitait Marguerite avec un mépris glacial, ne la laissant exister que comme un élément décoratif lors de ses réceptions. Elle n'avait ni amis, ni alliés. Les autres fermières la regardaient avec envie pour sa jeunesse ou pitié pour sa prison dorée. Marguerite passait ses journées à broder, à lire en cachette des romans français et à observer par la fenêtre la vie qui palpitait au-delà des murs du manoir. Et c'est depuis ces fenêtres qu'elle vit, pour la première fois, l'homme qui allait changer son destin de façon inattendue et tragique. Elle n'était pas aimée, c'était une frimeuse. Kofi avait 28 ans en 1785, mais il semblait porter le poids de plusieurs vies sur ses épaules.
Grand et musclé, il était marqué par des cicatrices de fouet entrecroisées qui dessinaient une carte de souffrance sur sa peau sombre. Ses yeux profonds gardaient le souvenir d'une Afrique qu'il ne reverrait jamais, d'une famille arrachée, d'une liberté qui n'avait existé que pendant les 15 premières années de sa vie. Il naquit au Dahomey, un puissant royaume de la côte ouest de l'Afrique, aujourd'hui Bénin. Fils d'un forgeron respecté qui forgeait des lances et des houes pour tout le village, Kofi grandit en écoutant les histoires de ses ancêtres, apprenant le métier de son père et rêvant d'épouser Ama, la fille du guérisseur local. Mais en 1772, alors qu'il n'avait que 15 ans, des marchands d'esclaves, soutenus par des guerriers de royaumes rivaux, envahirent son village à l'aube. Il vit son père se faire tuer en tentant de défendre sa famille. Il vit sa mère emmenée enchaînée. Il fut jeté dans la cale obscure d'un navire négrier portugais, avec plus de 400 personnes, entassées comme une cargaison, enchaînées les unes aux autres, respirant un air fétide, buvant de l'eau croupie et déféquant là où elles dormaient. La traversée de l'Atlantique dura 68 jours d'un cauchemar interminable. La moitié des captifs moururent de dysenterie, de déshydratation ou de désespoir. Kofi survécut car il refusa d'abandonner, s'accrochant au souvenir de la phrase de son père. Un Dahoméyen ne s'incline jamais, même forcé de s'agenouiller. Lorsque le navire accosta au Cap Français, Kofi fut traîné au marché aux esclaves, déshabillé, examiné comme un animal, contraint de sauter pour prouver qu'il n'était pas malade. Ses dents et son dos furent examinés. Il fut vendu comme pièce de première classe pour 1200 livres à Henri Beaumont, qui recherchait des esclaves robustes pour les travaux les plus pénibles de la plantation sucrière. Dans sa jeunesse, Kofi travaillait dans les champs sous un soleil de plomb, coupant la canne à sucre 16 heures par jour, les mains en sang, le dos brûlant. Mais il était différent. Il observait, apprenait, mémorisait. Lorsqu'un surveillant remarqua sa maîtrise rapide des ordres en français, il fut muté au manoir comme domestique. Là, caché dans l'ombre, Kofi apprit à parler couramment le français en écoutant les conversations de ses maîtres. Plus impressionnant encore, il apprit à lire tout seul, volant de vieux journaux dans les poubelles, étudiant à la lueur des bougies pendant ses rares moments de répit. Lire était un crime passible de mutilation des doigts ou de cécité pour les esclaves. Mais Kofi s'y risquait, car la lecture était la forme ultime de liberté que personne ne pouvait lui ravir. Henri Beaumont percevait l'intelligence de Kofi, et cela l'irritait profondément. Son maître gardait Kofi près de lui, non par confiance ou par respect, mais par le plaisir sadique d'humilier quelqu'un d'aussi fort et digne. Beaumont forçait Kofi à servir des dîners où les invités débattèrent de la question de savoir si les Africains avaient une âme, s'ils ressentaient la douleur comme les Européens, s'ils étaient capables de raisonnement. Kofi restait silencieux, tenant des plateaux d'argent, ravalant sa colère, conservant une dignité discrète qui exaspérait encore davantage son maître. Marguerite et Kofi ne s'étaient jamais adressé la parole en 2 ans. Elle le vit passer sous le porche, portant de lourds sacs de sucre, la sueur ruisselante, les muscles tendus sous le soleil. Il la vit assise seule dans le jardin, pleurant doucement, pensant que personne ne la regardait, prisonnière de robes coûteuses et de conventions qui l'étouffaient. 2 êtres humains prisonniers des mondes opposés de la même prison coloniale, séparés par des gouffres de race, de classe et de loi, mais unis par une humanité que le système tentait désespérément de détruire. Ils n'auraient jamais imaginé que leur destin serait cruellement lié. Tout commença un soir d'août 1785, lors d'un des somptueux dîners qu'Henri Beaumont organisait chaque mois pour impressionner les autres planteurs locaux. La table était somptueuse, jambon rôti, homards fraîchement pêchés, vins français de luxe et fruits tropicaux disposés sur des plateaux d'argent. 12 convives étaient assis sur des chaises rembourrées dans la salle à manger, éclairées par des lustres importés, tandis que des esclaves circulaient silencieusement, servant les plats, invisibles comme des fantômes. La conversation tournait autour des profits de la récolte de canne à sucre et des tensions croissantes liées aux révoltes d'esclaves dans les colonies voisines. Henri Beaumont, assis en bout de table, avec un air de supériorité, discourait bruyamment sur sa philosophie du contrôle. Le secret de la discipline est de comprendre la nature inférieure de ces êtres, déclara-t-il en désignant son verre de vin rouge. Ils ne ressentent pas la douleur comme nous, les civilisés.
Leurs corps sont habitués aux travaux pénibles, leurs esprits incapables de souffrances raffinées. Par conséquent, les châtiments corporels sont nécessaires et, j'ose le dire, inoffensifs pour eux. Les autres planteurs acquiescèrent d'un signe de tête, certains riant, d'autres avançant leurs propres théories pseudo-scientifiques sur l'infériorité raciale. Marguerite, assise à l'autre bout de la table, serrait sa serviette en lin plus fort que jamais. Depuis des mois, elle lisait en cachette des lettres et des pamphlets abolitionnistes introduits clandestinement de France par un prêtre progressiste en visite dans la colonie. Des textes qui défendaient la pleine humanité des Africains, dénonçaient la brutalité de l'esclavage et citaient des philosophes des Lumières comme Rousseau et Diderot, prônant l'égalité universelle. À cet instant, quelque chose en elle se brisa. Peut-être était-ce le vin qui l'avait rendue moins prudente. Peut-être était-ce l'accumulation de mois passés à assister silencieusement à des atrocités. Peut-être était-ce simplement l'impossibilité de continuer à faire semblant d'être d'accord avec des monstruosités. Marguerite murmura, presque sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute. « C'est impossible. » Le silence qui suivit fut de mort. Toute conversation s'interrompit brusquement. Les couverts se figèrent en l'air. Des regards choqués se tournèrent vers elle. Henri Beaumont tourna lentement la tête, tel un serpent prêt à attaquer, un sourire froid et menaçant se dessinant sur ses lèvres. « Excusez-moi, ma chère épouse, je ne vous ai pas bien entendu. Pourriez-vous répéter ?» Marguerite sentit son sang se glacer, mais il était trop tard pour reculer. J'ai dit que c'était impossible, qu'ils ne ressentent pas la douleur. Ce sont des êtres humains, Henri. Ils ont une âme comme nous. » Des murmures indignés s'élevèrent dans la salle. L'une des épouses présentes porta la main à sa poitrine d'un air théâtral, comme si elle avait entendu un blasphème. Beaumont continuait de sourire, mais son regard était glacial. Fascinant. Ma femme semble avoir développé des sympathies dangereuses, des idées françaises dangereuses, devrais-je dire. Peut-être a-t-elle lu des choses indignes d'une dame. Les invités rirent nerveusement, soulagés par la tension dissipée par un humour sarcastique. Mais Marguerite savait qu'il s'agissait d'une humiliation planifiée. Beaumont leva son verre. Testons à l'éducation féminine, qui produit parfois des opinions d'une naïveté charmante. Le rire de tous s'amplifia, et Marguerite baissa les yeux, les larmes de honte et de colère brûlante. Ce soir-là, dès que le dernier invité fut parti, Henri saisit Marguerite par le bras, avec une force brutale, la traîna à l'étage et la jeta dans la chambre. « Tu m'as humilié devant des gens importants, » cracha-t-il. « Tu m'as fait passer pour un mari faible, incapable de contrôler sa propre femme. » Il verrouilla la porte et emporta la carafe d'eau. 3 jours. Pas de nourriture, pas d'eau. Peut-être que la faim t'apprendra à te taire. Marguerite frappa à la porte, supplia, hurla, mais personne ne vint. Elle passa 3 jours allongée par terre, la bouche sèche, l'estomac noué par la faim, écoutant les bruits de la grande maison qui continuait, comme d'habitude dehors, comme si elle n'existait pas. Le 3e jour, Henri ouvrit la porte, jeta un morceau de pain rassis par terre et dit d'une voix glaciale « Mais le vrai châtiment est encore à venir. Tu dois apprendre à te placer. Et je t'enseignerai d'une manière que tu n'oublieras jamais. » Ce qu'il avait prévu était monstrueux, même selon les normes coloniales. 2 jours de silence tendu s'écoulèrent. Marguerite fut autorisée à quitter sa chambre, mais elle remarqua les regards des domestiques, les murmures des esclaves, comme si chacun savait que quelque chose de terrible se tramait. Henri Beaumont ne lui adressa pas la parole, se contentant d'observer avec ce sourire cruel qui lui retournait l'estomac. La nuit de la nouvelle lune, alors que l'obscurité enveloppait la plantation comme un lourd manteau, Beaumont donna ses ordres. 2 surveillants brutaux, connus pour leur violence sadique envers les esclaves, se rendirent dans les quartiers des esclaves et appelèrent Kofi. « Le maître te veut dans la grande maison, tout de suite. » Kofi ressentit un terrible pressentiment. Être convoqué la nuit n'avait jamais signifié grand-chose de bon. Il fut escorté par les surveillants, qui le menottèrent par les poignets comme s'il s'agissait d'un dangereux criminel, et le traînèrent jusqu'au manoir. Ils montèrent l'escalier principal en marbre, chose impensable en temps normal. Les esclaves empruntaient toujours l'escalier de service. Ils s'arrêtèrent devant une pièce fermée à clé. Henri Beaumont attendait dans le couloir, impeccablement vêtu comme toujours,
une bougie à la main qui projetait des ombres dansantes sur son visage. « Kofi, toi qui es si intelligent, si digne, qui te comportes toujours comme si tu étais supérieur aux autres esclaves, aujourd'hui, tu vas me rendre un service particulier. » Beaumont ouvrit la porte. À l'intérieur, Marguerite était assise sur le lit, vêtue seulement d'une chemise de nuit blanche, le visage blême de terreur. On l'avait de nouveau enfermée là, sans explication, et voilà qu'elle voyait Kofi être poussé à l'intérieur, menotté. Les deux surveillants entrèrent derrière elle, se positionnant comme témoins, bras croisés, un sourire cruel aux lèvres. Henri Beaumont proclama son ordre d'une voix théâtrale, savourant chaque mot. « Kofi, tu vas coucher avec ma femme, maintenant, devant moi et ses témoins. Si tu refuses, si tu hésites une seconde, j'enverrai chercher ta mère Ama des cuisines et je la fouetterai à mort sur le poteau de flagellation de la place centrale, et tu assisteras à chaque coup. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite poussa un cri étranglé. « Non, Henri, c'est de la folie! C'est un péché mortel! C'est un crime, même selon les lois de la colonie !» Elle se releva en titubant, tentant de partir, mais l'un des surveillants bloqua la porte. Beaumont rit d'un rire guttural et glacial. « Crime, c'est moi qui fais la loi ici, ma chère femme idiote. C'est moi qui décide de ce qui est un crime et de ce qui ne l'est pas. Veux-tu te sentir supérieur aux esclaves? Veux-tu défendre leur humanité? Alors tu apprendras de tes propres yeux que pour moi, tu es exactement la même personne. Ma propriété. Des objets que je déplace à ma guise sur mon plateau. » Il se tourna vers Kofi, immobile, les yeux fixés sur le parquet, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. « Et toi, Kofi, vas-tu refuser et condamner ta mère à mort? Elle est déjà faible, vieille. Elle ne supporte même pas 10 coups de fouet. Ou vas-tu obéir et prouver que tu n'es rien de plus qu'un animal obéissant comme tous les autres? » Marguerite pleurait maintenant, ses larmes coulant à flots. « S'il te plaît, Henri, batte-moi si tu veux. Enferme-moi pour toujours. Mais ne fais pas ça, ni à lui, ni à moi. » Kofi leva enfin les yeux, fixant Beaumont pour la première fois, un regard rempli d'une haine pure qui fit reculer instinctivement même l'homme. Mais Kofi ne dit rien. Il savait que toute parole serait vaine. Cette humiliation n'était pas seulement physique, elle était minutieusement calculée pour détruire toute trace d'humanité, de dignité et de résilience psychologique qu'il possédait encore. Henri Beaumont se dirigea vers la porte, savourant sa victoire. « Vous avez jusqu'à l'aube, et n'essayez même pas de faire semblant. Demain, j'amènerai la sage-femme examiner ma femme et confirmer que l'ordre a été exécuté. » Il regarda les surveillants. « Restez dehors. Si vous entendez la porte s'ouvrir ou une tentative de fuite, cassez-lui les jambes et amenez la vieille infirmière. » Beaumont quitta la pièce et verrouilla la porte. Dehors, les contremaîtres montèrent la garde. Dans la pièce sombre, éclairée seulement par le faible clair de lune qui filtrait par la petite fenêtre, Marguerite et Kofi restèrent assis dans un silence absolu pendant ce qui leur sembla des heures interminables. Le temps s'éternisait. Elle était adossée au mur du fond, les genoux serrés contre sa poitrine, sanglotant doucement, tremblant de peur et d'humiliation. Il était assis dans le coin opposé, toujours menotté, le dos contre le mur de pierre froide, la tête baissée, sa respiration maîtrisée comme s'il luttait pour sa santé mentale. Dehors, les pas lourds des contremaîtres résonnaient dans le couloir. Ils discutaient à voix basse, lançant des plaisanteries vulgaires sur la situation, riant de la cruauté de leur patron, spéculant sur ce qui se passait dans la pièce. Ces bruits rendaient la situation encore plus dégradante, me rappelant que cette humiliation avait un public. Des témoins qui feraient en sorte que l'histoire se répande comme une rumeur sordide dans toute la plantation. Marguerite pleurait sans retenue, non seulement sur la situation présente, mais sur l'accumulation de tout. La liberté perdue lors de sa vente en mariage, l'innocence anéantie lors de sa nuit de noces, les mois d'humiliation silencieuse, l'impuissance absolue d'être la propriété d'un homme monstrueux. Elle envisagea le suicide, la fin de tout, mais même cela lui fut refusé par une surveillance constante. Kofi, pour sa part, luttait contre des vagues de colère qui menaçaient d'exploser. Il pensait à Ama, sa mère, qui avait survécu à la traversée de l'Atlantique, qu'il avait élevée dans les récits de ses ancêtres, qui, même réduite en esclavage,
n'avait jamais complètement perdu sa dignité. Maintenant, elle était utilisée comme otage, sa vie étant menacée par une cruelle menace de forcer son fils à commettre un acte qui violerait tout ce qu'elle lui avait appris sur l'honneur et l'humanité. Finalement, après 3 heures d'un silence infernal, Kofi prit la parole. Sa voix était basse, rauque, emplie d'émotion mais ferme. « Je ne vous toucherai pas, madame. » Marguerite leva les yeux, rougit par les larmes, surprise. Pendant un instant, elle ne comprit pas les mots. « Quoi? Mais ta mère, il va la tuer. Il ne bluffe pas, Kofi. Tu connais Henri, il est capable de ça et de pire. » Kofi releva enfin le visage, et Marguerite vit des larmes silencieuses couler sur son visage. Ce qui le choqua, car jusque-là, elle n'avait jamais vu un homme adulte pleurer ouvertement. « Je sais, » dit-il d'une voix brisée. « Je sais qu'il va tuer ma mère, mais elle m'a appris depuis mon enfance qu'il y a pire que la mort. Il y a la vie sans âme, la vie comme le monstre qu'ils veulent que nous soyons. Je préférerais qu'elle meure avec honneur, sachant que son fils n'est pas devenu l'animal que ce démon veut créer. » C'était la première fois que Marguerite assistait à un acte de véritable résistance, non fondé sur la violence ou la rébellion physique, mais sur un refus moral absolu de se conformer aux désirs de l'oppresseur. Elle se tenait debout, tremblante, et marchait lentement jusqu'à se rapprocher de lui, tout en gardant une distance respectueuse. Ces mots lui parvinrent dans un murmure chargé d'une ancienne culpabilité. « Je suis désolé pour tout ce que mon peuple a fait au vôtre, pour les chaînes, pour les navires, pour le sucre imbibé de sang. Je l'ignorais, ou plutôt, je le savais, mais je faisais semblant de ne pas savoir car c'était pratique. » Kofi la regarda droit dans les yeux pour la première fois, la regardant véritablement comme un être humain regarde un autre être humain, sans les barrières imposées par la société coloniale. « Vous n'êtes pas de son peuple, madame. Vous êtes aussi sa prisonnière. Votre prison a beau avoir des rideaux de soie et de la nourriture en abondance, c'est quand même une prison. Beaumont ne vous considère pas comme son épouse, il vous considère comme sa propriété, tout comme moi, tout comme les autres esclaves. » Cette comparaison aurait dû offenser une femme blanche de l'élite coloniale, mais Marguerite ressentit un profond soulagement d'entendre enfin la vérité à haute voix. Elle s'assit par terre, indifférente aux conventions de l'étiquette qui dictaient le comportement d'une dame. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il tuera ta mère à l'aube, il te fouettera aussi, et il me punira d'autres manières. » Kofi prit une grande inspiration. « Nous faisons ce que nous avons toujours fait. Nous survivons. Nous résistons de la seule façon possible, en refusant de lui donner la satisfaction de nous voir brisés intérieurement. Il peut briser nos corps, mais il ne peut pas toucher nos âmes. » Cette nuit interminable, il n'y eut aucune violence. Aucun acte n'avait été ordonné par Beaumont. Il n'y avait que 2 êtres brisés qui chuchotaient leurs histoires. Marguerite raconta Lyon, son père qui l'avait vendu, ses rêves de jeunesse de se marier par amour. Kofi parla du Dahomey, de son travail à la forge avec son père, d'Ama, qui aurait été sa femme si la vie avait pris un autre cours. Ils parlèrent de liberté perdue, de rêves brisés, de la croyance tenace que même en enfer, l'humanité pouvait survivre. Alors que le premier rayon de soleil éclairait l'horizon, ils savaient que le moment des conséquences était arrivé. Mais tous deux ressentèrent quelque chose d'inattendu, une paix étrange, née de quelqu'un qui avait choisi de préserver son humanité, même face à la menace de la mort. Mais Beaumont ne voulait pas croire la vérité. Au matin, Henri Beaumont ouvrit la porte avec la clé qu'il avait gardée dans la poche de son gilet toute la nuit. Il entra dans la pièce, s'attendant à une humiliation totale, à voir Marguerite psychologiquement brisée, à voir Kofi transformé en l'animal obéissant que l'idéologie coloniale affirmait être les esclaves. Kofi et Marguerite étaient de chaque côté de la pièce, elle assise sur le lit, le visage tourné vers le mur, lui debout, regardant par la fenêtre. Mais ils avaient tous deux convenu, durant la nuit, qu'ils devaient feindre la soumission, au moins temporairement, pour protéger Ama. La vérité ne ferait qu'engendrer davantage de violence. Kofi se tourna vers Beaumont et dit d'une voix dénuée d'émotion, tel un automate, « C'est fait, monsieur. » Ces mots étaient comme de la cendre dans sa bouche, mais il les prononça pour gagner du temps, pour garder sa mère en vie quelques jours de plus, le temps d'élaborer d'autres plans. Beaumont examina Marguerite d'un regard cruel, à la recherche de signes de destruction psychologique. Elle ne le regarda pas, resta immobile,
et son absence de réaction le satisfit. Bien, très bien. Maintenant vous avez retenu la leçon, ma chère épouse. Vous avez appris que les sympathies abolitionnistes ont des conséquences. Vous avez appris à connaître votre place. Il se tourna vers les surveillants. Reprenez-le, et doublez ses heures de travail pendant 1 mois. Je veux qu'il soit tellement épuisé qu'il n'ait même plus l'énergie de réfléchir. Kofi fut traîné dehors, menotté de nouveau, et ramené au champ de canne à sucre sous une surveillance renforcée. 2 surveillants furent chargés de le surveiller exclusivement, veillant à ce qu'il ne s'enfuit pas, qu'il ne communique pas trop avec les autres esclaves et qu'il n'organise rien. Beaumont n'était pas idiot. Il savait que les hommes comme Kofi étaient dangereux précisément parce qu'ils réfléchissaient, parce qu'ils étaient dignes et parce qu'ils pouvaient inspirer les autres. Marguerite retourna à la routine étouffante d'une épouse objet. Elle assistait au dîner en silence, brodait l'après-midi et faisait comme si de rien n'était. Mais intérieurement, quelque chose de fondamental avait changé. Elle ne craignait plus Beaumont de la même manière, car elle avait déjà survécu au pire qu'il pouvait lui faire. Elle avait découvert que la résistance n'était pas forcément violente. Elle pouvait être silencieuse, intérieure, une façon de préserver sa propre humanité. 3 mois passèrent dans cette routine tendue. Puis Marguerite réalisa que ses règles s'étaient arrêtées. Les nausées matinales commencèrent. Des vertiges, une sensibilité des seins. Elle en connaissait les signes. Elle avait vu d'autres femmes enceintes. La panique la submergea comme une vague glaciale. Elle n'avait pas couché avec Kofi cette nuit-là. C'était absolument vrai. Mais elle avait couché avec Beaumont 3 semaines avant cette terrible nuit, lors d'une des rares occasions où il l'avait utilisée sexuellement, rapidement et brutalement, plus par affirmation de propriété que par quelque chose de vaguement lié à l'affection ou au désir. L'enfant était biologiquement le sien, sans l'ombre d'un doute. Mais comment expliquer cela? Comment le convaincre? Beaumont avait déjà construit dans son esprit le récit qu'il souhaitait. Son expérience sociale avait réussi, il avait forcé l'acte, et maintenant, il y aurait un enfant métis comme preuve de son pouvoir absolu sur ses propriétés humaines. Marguerite chercha la sage-femme, une femme libre et de couleur nommée Hélène, qui s'occupait aussi bien des épouses de planteurs que des esclaves. Hélène confirma la grossesse, l'estimant à 3 mois. Marguerite implora le secret, mais savait que c'était inutile. Sur les plantations, les secrets étaient inexistants. Lorsque Beaumont apprit la grossesse par la sage-femme, il ne manifesta aucune surprise, se contentant d'un sourire pervers qui donna envie de vomir à Marguerite. Il la convoqua dans son bureau, la fit asseoir derrière son bureau en acajou importé, alluma un cigare de luxe et dit « Mon expérience a donc parfaitement fonctionné. Vous détenez la preuve vivante que je contrôle même la création de la vie sur ce domaine. Fascinant. » Marguerite tenta d'expliquer. « Henri, l'enfant est à toi. Tu sais que nous, 3 semaines avant cette nuit-là, tu m'as rendu visite. » Il l'interrompit avec un rire cruel. « Peu importe, ma chère. La chronologie importe peu. Ce qui compte, c'est le récit. Et le récit que tout le monde connaîtra, c'est que j'ai forcé ma femme désobéissante à coucher avec un esclave en guise de punition, et qu'un enfant en est né. Ce sera ma légende, ma démonstration de pouvoir absolu. Même si l'enfant naît blanc comme toi, je dirais qu'il tient de ses grands-parents maternels. La vérité biologique importe peu. » Marguerite sentit le désespoir lui serrer la gorge. « Mais c'est de la folie. Tu vas élever ton propre enfant sur un mensonge ?» Beaumont haussa les épaules, exhalant la fumée de son cigare. « J'ai déjà 3 enfants illégitimes avec des esclaves dispersés dans les quartiers des esclaves. Je ne m'en suis jamais soucié. Pourquoi cette enfant serait-elle différente? Elle a une fonction narrative, pas émotionnelle. » Marguerite comprit. La vérité n'avait aucune importance. Son récit était la seule réalité. Dans les mois qui suivirent, tandis que le ventre de Marguerite grossissait, elle se heurta à une résistance inattendue. Des rencontres secrètes avec Kofi dans l'arrière-cour de la chapelle abandonnée de la ferme. La chapelle avait été construite des décennies plus tôt par un ancien fermier, plus religieux, mais Beaumont ne l'utilisait jamais, considérant la religion organisée comme une perte de temps. L'endroit était couvert de toiles d'araignée, de bancs en bois poussiéreux et d'un crucifix tordu accroché au mur, mais il offrait une certaine intimité. Marguerite commençait par faire semblant de se promener seule dans les jardins.
ce que Beaumont autorisait tant qu'elle restait dans les limites de la propriété. Elle faisait un détour par la chapelle lorsqu'elle savait que Kofi avait un bref répit après un dur labeur. Il parvenait à échapper à la vigilance des surveillants en prétextant des besoins biologiques ou en allant chercher des outils. Kofi apportait des plantes médicinales que sa mère, Ama, préparait en secret dans les cuisines. Du gingembre pour soulager les nausées de grossesse, des tisanes tropicales pour fortifier l'organisme, des onguents pour les maux de dos causés par la grossesse. Ama ne demandait jamais à qui étaient destinés ces médicaments, mais elle le savait. Elle approuvait en silence, voyant dans ces petits gestes de gentillesse une façon de résister à la déshumanisation. Marguerite, à son tour, utilisa les livres qu'elle cachait dans sa chambre pour apprendre à Kofi à mieux écrire. Elle copia des extraits de romans français, des poèmes, et même des extraits de lettres abolitionnistes qui l'avaient tant influencé. Kofi savait déjà lire relativement bien, mais son écriture était rudimentaire. Elle lui enseigna la calligraphie, la grammaire, et enrichit son vocabulaire. « Le savoir est la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever », dit-elle, répétant ce qu'elle avait lu dans un pamphlet clandestin. Une amitié profonde et sincère naquit entre eux, bâtie sur des souffrances partagées, des humiliations endurées ensemble et un respect mutuel défiant toute hiérarchie sociale imposée par la colonie. Il n'y avait ni romance ni attirance sexuelle, juste un lien humain pur, noué dans les circonstances les plus sombres. C'est lors d'une de ces réunions, alors que Marguerite était enceinte de 6 mois, que Kofi révéla le secret que peu de gens connaissaient. Il y a un plan, une évasion collective. Dans 3 mois, quand la récolte de sucre sera à son apogée et que les contremaîtres seront distraits par les quotas de production. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent, à la fois effrayés et pleins d'espoir. Une fuite? Où? Comment? Kofi expliqua à voix basse, toujours à l'affût du moindre bruit d'approche. Il est dirigé par Deutty Boukman, un esclave d'une plantation voisine. C'est un papalois, un prêtre vaudou, et il a des contacts dans plusieurs plantations. Le plan est de fuir vers les montagnes de l'intérieur, où se cachent des quilombos, des communautés d'esclaves évadés qui vivent libres depuis des années. Les Français tentent d'attaquer, mais la jungle est dense et les montagnes dangereuses. Il est possible d'y survivre. Il marqua une pause, regardant Marguerite avec hésitation avant de poursuivre. « Tu peux venir avec nous, toi et l'enfant, après sa naissance, si tu veux. Beaumont ne te laissera jamais partir. Il utilisera cet enfant comme un outil de contrôle pour toujours. Mais dans les montagnes, tu pourras prendre un nouveau départ. Là-bas, personne ne se soucie de la couleur de peau ou d'un nom de famille français. Tout ce qui compte, c'est que tu travailles dur et que tu respectes la communauté. » Marguerite était paralysée par cette proposition. Fuir signifiait abandonner absolument tout. La civilisation qu'elle connaissait, les derniers lambeaux de confort matériel, tout espoir de renouer avec la France ou sa famille éloignée. Cela signifiait devenir une fugitive, une criminelle aux yeux du droit colonial, traquée par les milices des plantations qui offriraient des récompenses pour sa capture. Si elle était attrapée, elle serait exécutée publiquement pour l'exemple. Mais rester signifiait élever un enfant sous la domination d'un monstre. Cela signifiait vivre le reste de sa vie comme une propriété, regarder Beaumont torturer des gens, devoir feindre de cautionner les atrocités. Cela signifiait que l'enfant grandirait dans cet environnement de cruauté normalisée, devenant peut-être un jour un autre Henri Beaumont. « J'ai besoin de réfléchir, » dit Marguerite d'une voix tremblante. « C'est une décision importante. J'ai peur. Je ne sais pas si j'en aurai le courage. » Kofi hocha la tête avec compréhension. « Tu as 3 mois pour décider. Mais sache ceci, notre fuite sera ta seule chance. Il n'y en aura pas d'autre. Et si tu restes, Beaumont, en apprenant nos rencontres, inventera de nouveaux châtiments inimaginables. » Marguerite savait qu'il avait raison. Elle posa la main sur son ventre, sentant le bébé bouger, et se demanda dans quel monde elle voulait mettre cet enfant au monde. Un monde de chaînes d'or ou un monde de liberté dangereuse? La décision serait prise par le destin. Marguerite accoucha par une nuit étouffante de janvier 1786, 9 mois après cette terrible nuit qui avait tout changé. Les contractions commencèrent au crépuscule, des vagues de douleur qui la tordaient de tous côtés. Hélène, la sage-femme, fut dépêchée sur place.
accompagné de 2 esclaves expérimentés qui assistèrent aux accouchements. Henri Beaumont attendait en bas, fumant nerveusement des cigares, non par inquiétude paternelle, mais par curiosité morbide quant à l'enfant qu'il considérait comme la preuve de son expérience sociale. Le travail dura 14 heures d'agonie. Marguerite hurlait de douleur tandis qu'Hélène lui ordonnait de pousser, de respirer, de ne pas abandonner. La pièce sentait le sang, la sueur et la peur. Finalement, au lever du soleil, un cri perçant résonna. Hélène souleva le nouveau-né, essuya le sang et le liquide amniotique, et son visage se figea sous le choc. Le bébé avait la peau claire, rose comme une porcelaine délicate. De fins cheveux blonds couvraient sa petite tête. Lorsqu'elle ouvrit les yeux pour la première fois, ils étaient bleus comme un ciel d'été européen. L'enfant était indéniablement blanche, indéniablement la fille biologique d'Henri Beaumont. Il n'y avait aucune trace africaine, aucune ambiguïté raciale susceptible d'alimenter le récit que le fermier avait construit au cours des derniers mois. Hélène regarda Marguerite avec un mélange de soulagement et de terreur, comprenant immédiatement les implications. Elle enveloppa le bébé dans un linge propre et le plaça dans les bras tremblants de la mère épuisée. Marguerite regarda sa fille et ressentit instantanément un amour immense, mais aussi une panique glaciale. « Henri n'acceptera pas », murmura-t-elle à Hélène. « Il inventera une explication ou il faut qu'il le voie de ses propres yeux, » dit Hélène d'une voix grave. « Il n'y a pas à se cacher. La nouvelle se répand déjà parmi les servantes. » Quand Henri Beaumont monta l'escalier et entra dans la pièce, il arborait ce sourire arrogant de celui qui espérait voir sa vision du monde confirmée. Mais lorsqu'Hélène lui montra le bébé, son sourire se figea et se transforma en une expression de fureur incontrôlable. Son visage se crispa, des veines saillèrent sur son front et ses poings se serrèrent, tremblant de rage. « C'est impossible, rugit-il, sa voix résonnant dans tout le manoir. « Tu m'as piégée, espèce de menteuse. Toi et cette maudite esclave avez tout monté. Vous avez monté un plan. » Marguerite, épuisée par l'accouchement mais rassemblant son courage au plus profond d'elle-même, serra le bébé contre sa poitrine et dit d'une voix ferme « Cet enfant est à toi, Henri. Biologiquement, indéniablement à toi. Je n'ai jamais touché Kofi cette nuit-là. Tu nous as forcés à être enfermés ensemble, mais nous avons résisté. Nous avons préservé notre humanité. Nous avons refusé d'être les monstres que tu voulais créer. Et ce bébé est le fruit de la seule fois où tu m'as touché en tant que mari, 3 semaines avant cette nuit maudite. C'est ta fille. » Beaumont refusait. Il ne pouvait l'accepter. Son récit soigneusement construit de contrôle absolu, de pouvoir social démontré par la manipulation des corps humains comme des pièces d'échecs, avait été complètement réduit à néant par les preuves biologiques indiscutables. Il s'était vanté auprès d'autres agriculteurs pendant des mois de son expérience, de sa façon de forcer une grossesse métisse pour démontrer sa domination totale. Désormais, tout le monde saurait qu'il avait été trompé, ou pire, que sa propre cruauté s'était retournée contre lui. « Alors tu t'es moqué de moi », rugit-il en s'avançant vers le lit, les yeux injectés de sang de haine pure. « Tu m'as humilié, tu as ruiné ma réputation. Je vous tuerai tous les deux, toi et ce maudit esclave. Je le pendrai sur la place publique, et tu regarderas avant que je te tue aussi. » Marguerite serra le bébé plus fort, la protégeant instinctivement. « Tue-moi si tu veux, mais regarde cet enfant, Henri. Regarde-la dans les yeux. Elle est de ton sang. C'est ta fille légitime. Si tu la tues, tu commettras un infanticide contre ton propre héritier. » Beaumont resta figé un instant, fixant le nouveau-né, qui le fixait de ses yeux bleus innocents. Pendant un bref instant, une lueur qui aurait pu être du remords ou de la confusion traversa son visage. Mais la colère revint alors comme un raz-de-marée. « Cet enfant est la preuve de ma honte, la preuve que ma femme m'a désobéi, même enchaîné. Vous allez tous les deux payer. » Il quitta la pièce en claquant la porte si fort que les tableaux au mur tremblèrent. Marguerite l'entendit crier des ordres aux surveillants. « Trouvez l'esclave Kofi, arrêtez-le, préparez la potence sur la place. Demain à midi, nous aurons une exécution publique. » Hélène regarda Marguerite, les yeux écarquillés de peur. « Tu dois fuir, ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. » Marguerite regardait sa fille nouveau-née, si petite, si fragile,
totalement dépendante d'elle. Comment avait-elle pu s'enfuir avec un bébé de quelques heures seulement? Mais comment avait-elle pu rester là, à regarder Kofi se faire tuer par un mensonge, puis vivre sous le joug d'un homme qui venait de la menacer de mort? Cette nuit-là, les tambours de la révolte commencèrent à battre. Les tambours résonnèrent dans les montagnes entourant la plantation Beaumont, tandis que la nouvelle se répandait. Kofi serait pendu le lendemain à midi. Ce n'étaient pas des tambours ordinaires, ceux de la fête ou du travail. C'étaient les tambours sacrés du vaudou, joués par Dutty Boukman lors d'un rituel secret, exécuté dans une clairière cachée de la forêt. Le son portait un message codé que tous les esclaves comprenaient. L'heure de la révolte était arrivée. Le plan initial prévoyait d'attendre 2 semaines supplémentaires, lorsque la récolte de canne à sucre serait à son apogée et que les contremaîtres seraient distraits par les quotas de production. Mais l'ordre d'exécution de Kofi anticipait tout. Dutty réunit d'urgence les dirigeants de 5 plantations voisines à la lueur des flambeaux. « Soit nous agissons maintenant, soit nous perdons notre meilleur organisateur et le courage de tous », déclara-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune objection. 50 esclaves, hommes et femmes, armés de machettes volées dans les champs de canne à sucre, d'outils transformés en armes et de torches trempées dans l'huile, s'organisèrent dans un silence absolu, dans l'ombre de la nuit. Leur discipline était militaire, fruit de mois de planification secrète. Chacun connaissait précisément son rôle. Certains attaqueraient les surveillants dans les casernes, d'autres libéreraient les esclaves encore enchaînés dans les quartiers, et d'autres encore incendieraient les champs de canne à sucre pour semer le chaos et priver Beaumont de sa source de richesse. L'attaque débuta à minuit. Des cris déchirèrent le silence de la plantation, tandis que les premiers contremaîtres étaient tués dans leurs couchettes, sans avoir le temps d'atteindre leurs armes. Le feu ravagea les champs de canne à sucre à une vitesse terrifiante, alimenté par le vent et la végétation sèche. Les flammes oranges illuminaient la nuit tel un second soleil apocalyptique, et une fumée noire s'élevait en colonnes visibles à des kilomètres. Henri Beaumont fut réveillé par des cris et une odeur de fumée. Il courut à la fenêtre de sa chambre et vit son empire en flammes. Ses esclaves qu'il considérait comme des biens dociles courir avec des fusils, ses surveillants traqués comme des bêtes. Une terreur absolue le submergea. Il tenta de courir vers le bureau où il gardait 2 pistolets, mais fut intercepté dans l'escalier par Dutty Boukman, qui tenait une machette tachée de sang. « Où pensez-vous aller, monsieur ?» Dutty prononça le mot « monsieur » avec une ironie venimeuse. Beaumont tenta d'offrir de l'argent, des terres, n'importe quoi. « Je peux vous enrichir. Nous pouvons négocier. » Dutty rit amèrement. « Vous ne comprenez pas. Nous ne voulons pas de vos miettes. Nous voulons notre liberté. » Marguerite, tenant le nouveau-né emmailloté, entendit le chaos en contrebas. Hélène avait fui quelques heures plus tôt, mais avait laissé des instructions. « Si vous entendez du bruit, courez à la chapelle. Kofi essaiera de vous y retrouver. » Les jambes encore tremblantes après l'accouchement, Marguerite descendit l'escalier de service, évitant la confrontation, sortit dans les jardins et tituba vers la chapelle abandonnée. Kofi était là, attendant, libéré par Dutty dès le début de l'émeute. Lorsqu'il vit Marguerite avec le bébé, son visage s'illumina de soulagement. « Viens avec moi, maintenant. Il n'y a plus de doute. » Elle n'hésita pas. Elle hocha la tête, serra le bébé dans ses bras et dit « Je suis prête. » Ensemble, accompagnés de 30 autres esclaves en fuite, ils s'enfuirent dans les montagnes tandis que la plantation Beaumont brûlait derrière eux. La lueur orangée du feu illuminait leur chemin à travers la forêt sombre. Les enfants pleuraient, les mères les apaisaient, les hommes blessés étaient portés par leurs compagnons. C'était un exode désespéré en quête de liberté. Pendant ce temps, Henri Beaumont fut ramené au manoir par Dutty et d'autres rebelles. Un tribunal improvisé fut convoqué sur place dans la salle à manger où tant de dîners cruels avaient eu lieu. Les esclaves qui l'avaient torturé témoignèrent. Les femmes qui l'avaient violé parlèrent. Les hommes mutilés par ces châtiments montrèrent leurs cicatrices. La sentence fut unanime. Beaumont serait enchaîné dans sa propre maison et laissé à brûler. « Tu mourras comme tu as vécu », déclara Dutty, entouré de la destruction que tu as toi-même provoquée. Beaumont supplia, pleura et offrit tout ce qu'il possédait, mais personne ne fut ému. Il fut enchaîné au barreau de fer de la fenêtre du salon tandis que les flammes consumaient les étages supérieurs. Ses derniers instants furent emplis d'une terreur absolue, tandis que le feu dévalait les escaliers, la fumée lui étouffant les poumons.
la chaleur insupportable lui brûlant la peau. Henri Beaumont mourut seul, sans dignité, sans pitié, exactement comme il avait vécu. La colonie n'oublierait jamais cette nuit, mais les archives officielles l'effaceraient. Marguerite, Kofi, le nouveau-né et 47 anciens esclaves escaladèrent les montagnes pendant 3 jours exténuants, suivant des sentiers invisibles connus seulement des fugitifs expérimentés. Le voyage fut brutal. Marguerite saignait encore de l'accouchement, le bébé pleurait sans cesse de faim, et les blessés gémissaient à chaque pas. Mais personne ne se plaignit, car chaque mètre qui s'éloignait de la plantation était un mètre de plus vers la liberté. Ils atteignirent enfin un quilombo, établi 15 ans plus tôt dans les plus hautes montagnes de Saint-Domingue, caché par un brouillard permanent et une végétation dense qui rendait leur détection impossible. La communauté comptait déjà 200 personnes, des esclaves en fuite, certains nés libres, et des enfants qui n'avaient jamais connu les chaînes. Ils furent d'abord accueillis avec prudence, mais Dutty Boukman fut respecté, et sa présence assura leur acceptation. Marguerite a prénommé sa fille Liberté, un prénom qui symbolisait tout ce que l'enfant représentait, la liberté conquise par la résistance, l'espoir né des cendres de l'oppression. Le bébé a grandi nourri au sein de Marguerite et d'autres femmes du Quilombo qui l'allaitaient collectivement, apprenant dès le berceau que la communauté était synonyme de survie partagée. La vie dans le Quilombo était rude mais digne. Ils cultivaient du manioc, des ignames et des bananes sur des parcelles cachées. Ils chassaient, pêchaient dans les rivières de montagne et cueillaient des fruits sauvages. Ils construisaient des huttes de bois et de paille parfaitement intégrées à la forêt. Ils organisaient une surveillance constante contre les expéditions punitives que les Français envoyaient occasionnellement, toujours alertés par le son des tambours qui résonnaient dans la montagne. Kofi devint chef militaire aux côtés de Dutty, organisant les défenses, formant hommes et femmes aux tactiques de guérilla et établissant des voies de fuite alternatives en cas de découverte. Son intelligence et son alphabétisation le rendirent également précieux dans les négociations avec les autres quilombos et les trafiquants illégaux qui échangeaient outils et tissus contre l'or de la rivière qu'ils trouvaient. Marguerite a utilisé son éducation européenne d'une manière dont elle n'aurait jamais imaginé l'utilité. Elle a appris aux enfants quilombos à lire et à écrire en portugais et en français. Elle a créé une école de fortune sous un arbre centenaire, utilisant du charbon de bois sur des pierres lisses comme ardoises et de larges feuilles comme feuilles d'exercice. Elle a enseigné les mathématiques de base, l'histoire et même des notions de droit, afin qu'ils comprennent quelles lois coloniales les opprimaient. Le savoir est une arme, répétait-elle, faisant écho à ce qu'elle avait appris de Kofi. Elle et Kofi ne sont jamais devenus amants, n'ont jamais développé d'idylle. Le traumatisme partagé de cette terrible nuit dans la chambre close a créé entre eux quelque chose de plus profond que l'attirance, une fraternité de survivants, un respect indéfectible, une amitié qui transcendait toute catégorie sociale imposée par la société coloniale. Des années plus tard, alors que Liberté avait 8 ans et courait librement dans les montagnes avec d'autres enfants, Marguerite et Kofi discutèrent sous le ciel étoilé. « Tu as sauvé mon humanité cette nuit-là, » dit-elle doucement, « quand tu as refusé de me toucher, quand tu as choisi de préserver ta dignité même sous la menace de la mort. Tu m'as montré ce que signifie la vraie résistance. » Kofi sourit, ses cheveux grisonnants à 36 ans. « Et tu as sauvé les miens, quand tu m'as vu comme un être humain, et non comme l'animal que Beaumont prétendait être, quand tu t'es enfui avec moi, même si tu savais que tu allais tout perdre. Mais le monde colonial n'a pas permis que cette histoire soit racontée. Dans les villes côtières de Saint-Domingue, les autorités coloniales françaises étaient confrontées à un problème. La révolte de la plantation Beaumont avait inspiré d'autres rébellions. Les esclaves racontaient à voix basse l'histoire du cruel propriétaire de la plantation brûlée vif, de la femme blanche qui s'était enfuie avec ses esclaves, du quilombo dans les montagnes où blancs et noirs vivaient à égalité. Ces histoires étaient dangereuses, menaçant l'ordre colonial tout entier. Le gouverneur général convoqua une réunion d'urgence avec les puissants planteurs et décida d'enterrer la vérité. Les archives officielles furent modifiées. Marguerite Beaumont était déclarée morte dans l'incendie aux côtés de son mari, victime innocente de sauvages sanguinaires. Henri Beaumont fut martyrisé à titre posthume,
décrit comme un planteur bienveillant, assassiné par des esclaves ingrats qu'il traitait avec une bonté excessive. Kofi était répertorié comme un dangereux fugitif, recherché mort ou vif, récompense de 5000 R. Des affiches avec sa description physique furent distribuées, mais il ne fut jamais capturé. Sa fille Liberté n'apparut jamais dans les archives officielles. C'était comme si l'enfant était un fantôme, une non-personne aux yeux de la bureaucratie coloniale. Marguerite, cultivée et consciente de l'importance de documenter la vérité, écrivit pendant des années des lettres détaillées dénonçant les horreurs coloniales dont elle était témoin. Elle confiait ces lettres à des marchands sympathisants qui visitaient occasionnellement le Quilombo, leur demandant de les envoyer aux sociétés abolitionnistes de Paris. Certaines arrivèrent et circulèrent dans les milieux progressistes, mais les autorités métropolitaines les confisquèrent et les brûlèrent systématiquement. Marguerite Beaumont ne pouvait plus se faire porte-parole de la dénonciation. L'affaire Beaumont a été délibérément effacée des archives coloniales car elle révélait des vérités dérangeantes. L'élite des plantations était composée de monstres sadiques, la résistance des esclaves était organisée et intelligente, et même les femmes blanches pouvaient rejeter le privilège racial au nom de l'humanité. Ces récits menaçaient le système tout entier. Pendant des décennies, seules les rumeurs persistèrent. De vieux esclaves affranchis racontaient des histoires murmurées à propos de la femme blanche qui avait choisi la liberté dans les montagnes. Mais sans documentation, elles furent rejetées comme des contes populaires. Ce n'est qu'en 1890, près d'un siècle plus tard, que l'historien abolitionniste français Armand Delacroix, fouillant dans les archives poussiéreuses des églises coloniales démolies, trouva des fragments. Un journal d'Hélène, la sage-femme, caché dans un faux mur, des lettres de Marguerite interceptées mais pas complètement détruites, des actes de baptême de liberté réalisés par un prêtre progressiste exécuté des années plus tard. Delacroix publia « Les vérités cachées de Saint-Domingue » en 1892, reconstituant l'histoire de Marguerite, Kofi et Beaumont. Le livre fit scandale et fut interdit des bibliothèques officielles, mais circula clandestinement parmi les militants. La vérité a été enterrée, mais pas morte. Dans les montagnes de Saint-Domingue, des décennies après leur fuite, les Quilombos prospéraient en une communauté de 400 personnes. Liberté grandit en femme libre et forte, éduquée dans 2 langues et 2 cultures. À 25 ans, elle devint leader communautaire, médiatrice dans les conflits et organisatrice de plantations collectives. Elle épousa le fils d'anciens esclaves et eut 3 enfants qui ne verraient jamais les chaînes. Marguerite, aujourd'hui âgée de 58 ans, les cheveux blancs comme neige et la peau marquée par le soleil de la montagne, était assise sous un manguier à côté de Kofi, 62 ans, les mouvements plus lents mais l'esprit indomptable. Il regardait les enfants jouer, dont les petits-enfants de Marguerite et de Kofi, sans distinction d'origine ethnique, partageant simplement une enfance commune. « Ça valait le coup ?» demanda Marguerite, sa voix douce portant le poids des années. Kofi contempla le Quilombo prospère. Maison organisée, jardin cultivé, enfants alphabétisés. Chaque jour de liberté vaut une vie de chaîne. Je préfère mourir vieux et libre ici que d'avoir vécu 50 ans de plus comme esclave. Marguerite sourit, les yeux creusés de rides profondes. Beaumont voulait nous détruire, nous transformer en monstres, prouver que nous étions des biens sans âme. Mais nous avons bâti ce qu'il n'a jamais eu avec toute sa fortune. Une communauté d'amour véritable, où la dignité compte plus que l'or. Kofi lui tenait la main, geste fraternel d'amitié éternelle. Nous avons résisté, et en résistant, nous avons gagné. Ils ont gagné en restant humains. Marguerite a été contrainte à un acte odieux par un mari monstrueux. Kofi a été menacé de mort pour sa mère. Mais ils ont choisi de préserver leur humanité, alors même que le monde qui les entourait célébrait l'inhumanité. Leur histoire a été effacée car elle révélait des vérités dérangeantes. Les maîtres coloniaux étaient les véritables sauvages. La résistance existait même dans les endroits les plus sombres. L'amour et la dignité survivaient même en enfer. Les autorités françaises ont occulté cette affaire pendant des décennies, car elle révélait l'hypocrisie brutale du système colonial. Et maintenant, je vous le demande, combien d'histoires comme celle-ci ont été effacées pour protéger des réputations entachées? Combien de vérités sont encore enfouies, attendant d'être révélées? Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas mourir à nouveau.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez avec ceux qui ont besoin de connaître les vérités qu'ils ont tenté de dissimuler. À bientôt, et n'oubliez jamais, l'histoire appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, pas à ceux qui tentent de l'enterrer.